Bonjour à tous, bienvenue à cette première conférence sur l'IA et la sécurité qui inaugure la chaire IA et sécurité qu'on a montée, je dis on, la Gendarmerie nationale et l'ISEP il y a quelques mois. Et avant de prendre la parole et de la donner surtout à nos deux intervenants, je vais laisser Lionel Trochman, qui est directeur de recherche et d'innovation à l'ISEP. Je vais laisser la parole à Lionel Trochman. Voilà. Merci Issance. Tout d'abord, c'est un plaisir de vous retrouver toutes et tous pour ce premier webinaire qu'on organise ensemble avec la Gendarmerie nationale et donc l'ISEP. Et puis, je vais faire une entrée dans le sujet peut-être un peu original ou peut-être un petit peu différent de ce qu'on pourrait attendre, puisqu'on veut parler de cybersécurité, d'intelligence artificielle. Et bon, en fonction de mon propre vécu et de ma carrière déjà d'enseignant-chercheur, professeur, quand on me parle de ça là, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est Internet. Voilà. Donc, Internet, c'était voilà, peut-être aujourd'hui, on en parlera comme une révolution aussi importante que la révolution qui a mené à l'invention de l'imprimante, toutes ces conséquences qui sont venues après. C'est avant tout un grand échange d'informations et sa force, c'était l'anonymat et le fait que ça soit gratuit. Voilà. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en termes de services, dans les années 1994, je crois, c'est la première transaction bancaire. Et ce n'est pas anecdotique, il a fallu attendre 10 ans avant de pouvoir mettre une loi dessus et inventer l'économie numérique. Alors, la question après de Internet et puis des informations, c'est que c'est des données numériques, donc c'est très volatile. C'est difficile de mettre un coup là-dessus. Donc, on a vite transformé cette question de donner un coup sur des données numériques volatiles plutôt de vendre un contenu numérique ou dématérialisé à vente d'un service. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, Internet s'élargit et le spectre des services se sont démultipliés. On peut même dire qu'on est rentré dans l'ère de la virtualisation, puisque maintenant, enfin, entre-temps, on s'est retrouvé à avoir des factures virtualisées, des relevés de banque virtualisés. On trouvera aussi des actes, des fiches d'état civil virtualisées, sans parler de contrats. Et c'est quelque chose qui est très délicat. Et bon, tout simplement pour poser les choses ainsi. Alors, la question de la virtualisation est assez délicate, puisque ça a des avantages, mais aussi de graves inconvénients. Alors, je vais prendre un exemple. C'est vrai que quand on virtualise des énormes banques de données, c'est intéressant, on va diminuer énormément la place d'utilisation ou de l'espace pour stocker ces données. Mais évidemment, c'est plus facile à dérober ces informations. Bien sûr, on peut facilement voler des informations stratégiques, que ce soit pour une entreprise ou alors des données personnelles de toute une population ou d'une ville ou plusieurs entreprises avec une clé USB qu'en partant avec des valises pleines de papier. Alors ça a été plus ou moins réglé avec la question de la cryptographie et encore que ça reste toujours voilà, en progrès. Mais la question qui vient derrière la virtualisation, c'est l'ubiquité de l'information. Il est évident qu'avoir accès à l'information à différents endroits était presque une nécessité, en tout cas pour le développement des sociétés, puis l'utilisation des technologies. Et il s'avère que le cloud est arrivé comme une solution très intéressante à ce problème. Mais alors là encore, on a besoin de protéger les informations puisqu'elles se trouvent dans le cloud. Et alors, on aurait besoin que dans le cloud, on aurait un endroit bien spécifique, on va dire un coffre-fort, dans lequel nos informations sont protégées. Parce que si j'ai accès à ces informations, moi, à différents endroits, c'est tout à fait possible qu'une autre personne fasse la même chose. Alors ça donne un petit peu un avant-goût de ce qu'on pourrait appeler la cybersécurité. On a besoin de pouvoir protéger ces informations dans un univers complètement virtualisé. Alors, ça a des avantages, comme je viens d'en parler, aussi des inconvénients, entre autres le coût énergétique qui est énorme, les data centers, mais aussi les data centers sont complètement livrés et fonctionnent par eux-mêmes. On ne sait pas trop vraiment comment ils fonctionnent, même ils sont autocontrôlés. Et puis, il y a aussi une réalité, c'est que le cloud, physiquement, c'est géographiquement bien défini, et pour la plupart, il se trouve aux États-Unis, entre autres. Alors, on comprend très vite que si on stocke des informations très importantes dans un territoire qui ne nous appartient pas, ces informations, elles
elles peuvent être à la portée de personnes qui ne seraient pas nécessairement avoir l'accès, ou on peut nous en priver. Hein, donc, ça pose certains problèmes. Bon, mais ceci dit, Internet devient une véritable banque de données pharaonique, et ces données, évidemment, elles ont un intérêt que vous allez comprendre tout de suite. L'information peut devenir facilement un biais ou un vecteur d'influence. Donc, le contrôle de l'information est un des enjeux importants de l'intelligence artificielle, notamment. Si on revient un petit peu sur les premiers pas, et pour comprendre ça, l'intelligence artificielle, là encore, hein, je parle avec mon expérience. L'intelligence artificielle, avant tout, c'était du big data, et plein d'informations. Et alors, on devait rechercher certaines informations bien spécifiques. On utilisait donc des techniques mathématiques, hein, on utilise toujours d'ailleurs, donc pour miner les informations, faire des corrélations, créer des statistiques. Et très souvent, c'était pour prédire. Hein. Et alors, je reviens un petit peu sur la notion de recherche, hein, la partie épistémologique. Donc, tout le grand paradigme, des fois même débat multinaire, c'était le déterminisme, hein, versus le libre arbitre. Donc, il était très important de pouvoir, dans le déterminisme, prédire ce qui allait arriver, notamment que ce soit en médecine, en économie, et j'en passe. Mais alors, le procédé va fonctionner dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut aussi effectivement utiliser l'intelligence artificielle pour influencer. On connaît le résultat, donc on voudrait savoir quelle information je vais utiliser pour contrôler une donnée ou un phénomène en particulier. Bon, alors je vais appliquer ça directement en économie. Hein. Il est très facile maintenant de comprendre qu'on peut facilement diriger un client vers un achat. On va lui donner un besoin qu'il n'a pas nécessairement. On a des exemples aussi en politique, hein, dans lesquels on va diriger les citoyens vers une idéologie qui n'est pas nécessairement celle qu'ils auraient choisie. On a ce triste exemple de la fachosphère qui s'est créée sur plusieurs années. Hein. Et puis aussi médiatique. Alors là, on est vraiment très corrélé avec la politique. On dirige carrément l'opinion en utilisant des fake news. Donc, on comprend vite que la protection, c'est passé, ça devient très importante dans ce monde-là, hein, virtuel, protection du citoyen, mais aussi la souveraineté institutionnelle, hein, parce que ça devient alors maintenant quelque chose qui est au cœur du problème dans un monde où justement la géopolitique, depuis quelque temps, revient à des retours assez protectionnistes. On a parlé depuis quelques mois de pénurie technologique, maintenant de pénurie agricole, etc. Donc, il est devenu important de pouvoir retrouver des bases sur notre propre territoire. Donc, l'intelligence artificielle, effectivement, ça peut être à la fois un ange ou le démon, la maladie ou le remède. Et puis, j'irais de façon plus générale, hein, c'est comme dans toute technologie, hein, quand on a quelque chose, un objet technique nouveau, comment l'utiliser, tout va dépendre de la façon de l'intelligence qu'on va y mettre derrière. Un couteau peut très bien servir à sauver une personne par le biais d'une intervention chirurgicale, comme pouvoir commettre un homicide. Le nucléaire, par exemple, hein, pour sauver des personnes atteintes du cancer, ou bien créer de l'énergie, ou encore, et le côté négatif, détruire des villes entières. Donc, on comprend que l'intelligence artificielle est directement impliquée, hein, dans des enjeux de protection, d'où la question de savoir son impact et sa coexistence avec la cybersécurité. Aussi, à l'ISEP, l'école du numérique, pour nous, c'est une grande préoccupation de former des ingénieurs qui soient à la pointe pour comprendre les techniques les plus élaborées, mais aussi capables d'appréhender un environnement où la technologie est de plus en plus présente dans notre environnement, ce qui signifie de réfléchir sur les conséquences sur l'humain et les sociétés. Et c'est aussi dans ce but-là que nous avons créé, avec ma collègue Radia Chiki, il y a un peu plus de 6 mois, et bien sûr nos collègues de la Gendarmerie nationale, hein, dont le général Perrotte, ici présent, et Licence de France, une chaire qui a pour objectif développer la recherche en intelligence artificielle appliquée aux enjeux de la sécurité. Aussi, dans le cadre de cette chaire, une des initiatives, effectivement, le webinaire dans lequel vous êtes tous présents et auquel je vous souhaite tous la bienvenue, sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité, comment protéger la population. Alors, je laisse la parole à donc Madame de France pour continuer ce webinaire, et je vous souhaite d'en profiter un maximum. Merci beaucoup, Lionel. Après vos propos sur l'espace informationnel, il y a une réalité, c'est qu'effectivement, il y a un espace numérique qui est en train de se structurer. Il a été pendant longtemps régulé, voilà, par des grands acteurs
économique. Et puis, on a eu le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui a permis dès le début de structurer un peu plus cet espace numérique. Et il est important que cet espace-là que l'État en fait prenne possession de cet espace-là pour protéger à la fois les biens et les personnes, parce que qui dit nouvel espace dit forcément nouvelle menace et nouvelle aussi violence. Donc voilà, donc il est effectivement essentiel que l'État, à travers les forces de sécurité comme la gendarmerie, prenne possession de cet espace-là pour continuer à protéger les citoyens, voilà, de nouvelles violences. L'État n'y arrive pas tout seul, bien évidemment. La gendarmerie s'aide aussi d'entreprises comme IDEMIA ici présente, pour les aider justement à mieux protéger cet espace-là. Donc c'est l'objectif de ce premier webinaire, c'est vraiment de défricher l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que c'est que ce phénomène dont on entend beaucoup parler? À quoi va servir cet outil? Ensuite, quelles sont les technologies qui sont utilisées justement pour améliorer la protection du citoyen avec cet espace numérique? Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour encadrer, voilà, juridiquement aussi toutes ces applications qui sont en train d'être développées? Donc, ça va se structurer un peu en 3 temps. Il va y avoir déjà un premier temps plus structurel, voilà, pour chacun des intervenants va nous expliquer la manière dont il conçoit l'intelligence artificielle, dont il a structuré cet écosystème-là. Ensuite, il y aura un deuxième temps plus fonctionnel, c'est-à-dire qu'ils nous parleront des applications qui sont utilisées, qu'ils ont développées, puis déployées. Et ensuite, il y aura un troisième temps plus civilisationnel. Voilà, comment est-ce qu'ils font justement pour être le plus transparent? Comment est-ce qu'ils font pour encadrer ces technologies pour qu'il n'y ait pas d'abus? Voilà, parce que quand on parle d'IA et sécurité, bien évidemment, c'est toujours le même sujet qui arrive, qui est souvent très fantasmé sur la société de surveillance, voilà, tout ce qui est reconnaissance faciale, analyse prédictive. Donc voilà. Donc l'objectif, c'est aussi de défantasmer un peu ce que c'est que l'intelligence artificielle. N'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. Voilà, elles nous seront retransmises. Donc je vais déjà laisser la parole donc à vous, Vincent Boitou. Donc vous êtes directeur stratégie innovation chez IDEMIA. Je vous laisserai dire quelques mots sur IDEMIA, et puis ensuite nous expliquer un peu, voilà, comment vous concevez cette intelligence artificielle, comment est-ce que vous avez structuré ça, est-ce que voilà, comment se structure cette recherche-là, et donc voilà. Donc je vous laisse la parole, Vincent. Merci, Zance. Je vais présenter très rapidement IDEMIA. C'est une société française dont le siège social est à Courbevoie, dans le quartier de la Défense, qui est le fruit du rapprochement de 2 sociétés, l'une qui s'appelait Morpho et l'autre qui s'appelait Oberture Technologies. Donc la fusion a eu lieu en 2017. C'est une société qui fait aujourd'hui à peu près 15 000 personnes, dont 2500 en France, et dont l'objet est l'identité et la sécurité de l'identité. Donc concrètement, ça correspond à un concept qu'on a développé depuis un certain nombre d'années, qui s'appelle l'identité augmentée. L'objectif de cet ensemble de technologies et de solutions étant de permettre aux individus, qu'ils soient citoyens, qu'ils soient consommateurs, qu'ils soient membres de famille, citoyens à titre privé, de pouvoir bénéficier des droits auxquels ils doivent avoir accès en faisant preuve de leur identité de manière simple et sécurisée. Et donc, ça recouvre, on en parlera plus tard quand on parle des applications, mais ça recouvre des champs d'application qui sont assez larges. Vous devez prouver qui vous êtes lorsque vous faites un paiement. Je prouve que je suis bien Vincent Boitou et donc j'autorise le débit de mon compte en banque d'un certain montant. Je dois prouver qui je suis lorsque je passe une frontière, puisque mes informations d'identité sont importantes pour le pays qui m'accueille. Je dois prouver qui je suis pour accéder à un certain nombre de services en ligne. Je dois prouver qui je suis pour accéder à un certain nombre de services publics. Et je dois prouver qui je suis pour ouvrir un compte en banque, pour obtenir une ligne téléphonique, etc., etc.
toutes ces actions où vous devez prouver votre identité, IDEMIA développe des technologies qui vont rendre tous ces processus plus simples et plus sécurisés. On s'appuie sur trois technologies fondamentales. La première, c'est la biométrie, dans laquelle, j'en parlerai, nous avons assez large utilisation de l'intelligence artificielle, qui permet donc d'identifier une personne à partir de traits physiologiques. IDEMIA travaille sur la reconnaissance faciale, la reconnaissance par empreinte digitale et la reconnaissance par l'iris. D'un autre côté, la cryptographie. Nous avons un grand nombre d'applications de cryptographie avancées qui permettent de sécuriser l'utilisation de votre identité. On déploie notamment ces technologies de cryptographie dans ce qu'on appelle les éléments sécurisés, donc les cartes à puce que vous avez dans votre carte bancaire, dans votre carte SIM. Si les gens qui assistent à ce webinaire cherchent leur carte de paiement et regardent au dos, peut-être en haut à droite, il y aura écrit ouverture, si c'est une carte un petit peu plus vieille, ou IDEMIA si c'est une carte plus récente, ou Gemalto, ou Thales si ce sont des cartes de nos concurrents. Donc ça peut être dans une carte bancaire, encore une fois, ça peut être dans une carte SIM, ça peut être aussi la puce qui est dans votre passeport, dans votre carte d'identité, puisque la plupart de ces documents sont aujourd'hui électroniques. Donc voilà ce que nous développons. Et la façon dont on a approché ça, ça fait à peu près, alors je n'étais pas dans la société à l'époque, mais à peu près une quarantaine d'années que ces technologies sont maturées chez IDEMIA. Et on s'est très vite rendu compte que alors les techniques de vision par ordinateur, c'est comme ça qu'on appelait ça avant d'appeler ça l'intelligence artificielle, permettaient d'automatiser et de sécuriser un grand nombre de processus, notamment l'identification biométrique. Et donc on a développé une R&D en propre très forte en France, qu'on a plus tard renforcée par des équipes de recherche qui sont en Allemagne et encore un peu plus tard par des équipes de recherche qui sont aux États-Unis. Mais le gros de la recherche, je veux dire fondamentale pour de la recherche en entreprise, ce que des académiques appelleraient de la recherche appliquée, le gros de la recherche est fait en France et en Allemagne. Mais nous avons aussi tissé un réseau de partenariats avec des partenaires académiques. Nous avons ouvert un certain nombre de chaires. Nous avons ouvert un laboratoire commun, notamment avec Télécom Paris, que j'ai eu la chance de présider pendant quelques années. Et puis nous avons en permanence, je dirais, 5 à 10 doctorants qui travaillent dans le cadre de thèses CIFRE avec des laboratoires partenaires en France et à l'étranger. Et donc cet écosystème de partenaires académiques, il nous permet à la fois d'être, je dirais, à la pointe dans les technologies que nous développons. C'est vrai pour l'intelligence artificielle, c'est vrai pour la cryptographie, c'est vrai pour d'autres disciplines, mais aussi d'être capable d'avoir un réseau d'antennes de partenaires qui sont capables de nous dire quelles sont les tendances, ce qui se passe aujourd'hui dans ces différentes disciplines, mais aussi de servir, je dirais, de tiers de confiance sur un certain nombre de sujets, nous permettre de travailler sur des sujets sur lesquels nous, on ne peut pas forcément directement travailler. Lorsqu'il s'agit par exemple d'évaluer les performances de nos algorithmes, si c'est nous qui le faisons, c'est un petit peu facile d'être jugé parti, donc on fait appel à des partenaires qui seront des tiers de confiance qui permettront de faire ces évaluations. Et puis on travaille aussi avec ces partenaires académiques et d'autres partenaires très importants que sont nos clients, les utilisateurs de nos solutions et de produits, dont la Gendarmerie nationale évidemment, pour développer des solutions qui correspondent vraiment à leurs besoins et pour qu'on puisse mettre toutes ces technologies au service d'applications qui ont un sens d'un point de vue sociétal. Et on fait ça notamment au travers du travail qu'on fait sur les standards. Donc on participe à beaucoup de groupes de standardisation internationaux dans lesquels on aide à définir la façon dont ces différents systèmes, ces différentes technologies doivent interagir les unes avec les autres. Et aussi, dans un certain nombre de cas, et c'est le cas pour le cas qui nous occupe aujourd'hui, l'intelligence artificielle, notamment la reconnaissance faciale, notamment en Europe, on travaille sur des standards aujourd'hui qui vont permettre de définir le périmètre technique de systèmes qui pourraient être autorisés par rapport au périmètre qu'on voudrait exclure de la légalité au travers du règlement sur l'intelligence artificielle qui se prépare. Donc on travaille sur tous ces sujets-là et encore une fois, la dimension partenariale et multipartite, je dirais presque multidisciplinaire, de ces sujets-là, c'est quelque chose qui est très important pour nous et qu'on a intégré à notre façon de faire les choses depuis que je connais la société, c'est une vingtaine d'années. D'accord. Merci beaucoup. Donc, vous offrez finalement, ce que je comprends, vous offrez un accès plus sécurisé justement à cet espace numérique. Et où est-ce que se situe l'intelligence artificielle? Vous parlez de la biométrie, la cryptographie. Pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que ça veut dire concrètement faire de la recherche en IA sur ces champs-là avant d'aller directement sur les applications, mais pour qu'on comprenne bien scientifiquement, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que vous espérez en fait en utilisant l'intelligence artificielle
pour la biométrie ou la cryptographie? De manière générale, ce qu'a apporté l'intelligence artificielle, alors quand j'utilise les mots intelligence artificielle, je vais en général parler de deep learning. D'accord. Ce que ça a apporté, donc on a commencé à s'intéresser au sujet au début des années 2010, c'est un accroissement très clair de la performance des systèmes. Okay. Là où on avait des systèmes qui faisaient quelques pourcents d'erreurs, aujourd'hui ils font quelques pouillèmes de pourcents d'erreurs et on améliore ça de manière permanente. Donc qu'est-ce que ça veut dire en pratique de travailler sur l'intelligence artificielle dans des applications comme les nôtres? Il s'agit essentiellement d'améliorer la performance de nos algorithmes. Et si je parle de biométrie, ça va être la capacité que va avoir un algorithme à reconnaître un visage. Donc aujourd'hui, la photo qui est sur votre passeport, on fait grosso modo plus d'erreurs dans l'identification avec ce type de photo. Par contre, si c'est une photo d'une caméra de vidéoprotection qui a été prise dans de mauvaises conditions, que vous êtes un peu loin, que la résolution n'est pas très bonne, que l'éclairage est mauvais, là c'est un sujet qui est un petit peu plus épineux. Et donc, on n'est pas à 100% de performance dans ces cas-là. Et donc, c'est améliorer nos performances pour que, notamment, lorsqu'on implémente cette technologie-là dans une application, par exemple une application de vidéoprotection, on apporte vraiment de la valeur. Je vais donner juste une anecdote. Les premiers déploiements opérationnels de la reconnaissance faciale, c'était peu après, en septembre 2001. Je sais que 2 aéroports américains, Tampa Bay et Boston, ont déployé ces systèmes-là parce qu'évidemment, dans l'hystérie mondiale qui a suivi cet événement, il y avait une volonté très forte de déployer des systèmes de sécurité. La technologie n'était absolument pas mûre. On a déclenché, alors c'était pas notre technologie à l'époque, on n'en avait pas de reconnaissance faciale. Elle a déclenché tellement de fausses alarmes que très rapidement les gens ont coupé les systèmes. Et donc on était vraiment dans le cas, où la technologie a déçu ses utilisateurs, très clairement. Et deuxièmement, je pense que le déploiement de la reconnaissance faciale a pris 10 ans de retard, parce que cette première expérience était très mauvaise. Donc vraiment, dans notre démarche, il y a cette volonté d'apporter une technologie sur le terrain qui soit suffisamment mûre et efficace pour rendre un vrai service à ses utilisateurs. Et ça, c'est souvent une des problématiques de performance. D'accord. Donc l'intelligence artificielle participe justement à la maturité de cette technologie. Merci beaucoup Vincent. Je me retourne vers vous, Général Perrotte. Donc, vous êtes le coordinateur pour la gendarmerie, coordinateur de l'intelligence artificielle pour la gendarmerie nationale. Dites-nous tout. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle pour la gendarmerie? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous percevez justement l'espace numérique? Comment sécuriser cet espace numérique? Et voilà, comment vous avez structuré aussi cet écosystème au niveau institutionnel? Merci Isance. Alors peut-être remercier IDEVIA de participer à ce premier webinaire, parce qu'on parle souvent des géants du numérique. Et là, on a un géant de l'identité numérique européen et français, et je crois que c'est important de le souligner pour ouvrir ce cycle de webinaire. Vous ne m'avez pas posé la question, Isance, de présenter la gendarmerie, je vais le faire quand même en 2 mots. Parce que tout le monde sait. Tout le monde connaît la gendarmerie en fait. Et c'est pour ça que la définition que je vais prendre, elle est sous un prisme un peu particulier. La gendarmerie est une force des territoires, et je le dis parce qu'elle est sur le territoire physique, sur le territoire cyber et sur les territoires immersifs, qu'on appelle aujourd'hui les métavers. Alors dire qu'on y est, c'est un peu osé, mais en tout cas, on s'y intéresse et peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard dans les échanges. La gendarmerie, c'est aussi une force de l'innovation. On a un plan stratégique qui a été mis en place par notre directeur général, qui s'appelle Jean de 24, qui aborde cette notion de nouvelles frontières, c'est-à-dire comment aborder par le progrès technologique tout ce qui, effectivement, pourra participer à mieux aider la population. Alors, l'intelligence artificielle s'inscrit effectivement dans ces nouvelles frontières. Et qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Alors, je vais prendre 3 définitions. Une première définition scientifique, on est dans une école du numérique, l'ISEP. Je crois que cette définition fera écho effectivement chez les étudiants de cette école. Je dirais que l'intelligence artificielle, c'est la capacité à modéliser un monde non linéaire dans un espace à grande dimension. Alors, quand on a dit ça, il y a quasiment que les scientifiques qui le comprennent. Mais j'insiste sur cette définition parce qu'on a beaucoup parlé des printemps et des hivers de l'IA. Je crois que quand on comprend cette définition, on n'ira plus vers des hivers de l'IA parce qu'on a résolu le problème fondamental de la non-linéarité. Et notre monde humain dans lequel on vit est un monde particulièrement non linéaire, et de la grande dimension. La grande dimension, l'exemple que je prendrai très aisément, vous connaissez tous, c'est le jeu de Go, 10 puissance 600 combinaisons. Dans l'univers, il y a à peu près 10 puissance 80 atomes. Donc ça montre un peu la dimension dans laquelle est capable d'évoluer l'intelligence artificielle.
Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas réussi à résoudre. Les réseaux de neurones, ce n'est pas nouveau, ça date des années 50, mais on n'avait pas encore réussi à résoudre le problème de la non-linéarité. Donc ces réseaux de neurones sont tombés en désuétude pour ressurgir quelques années après. Donc voilà cette première définition, et elle est mathématique, c'est-à-dire que l'IA, c'est un problème mathématique résolu par la physique. Mathématiquement, c'est non résolu, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi encore à trouver les invariants qui caractérisent, on a parlé de deep learning, le deep learning, en fait, c'est une succession de couches neuronales, et au fur et à mesure de ces couches neuronales, on trouve l'invariant qui caractérise un objet. Ça peut être un visage, ça peut être un chat, ça peut être une arme à feu, dans les domaines qui nous intéressent. On n'a pas résolu ça mathématiquement, mais on l'a résolu par l'observation, d'où l'importance d'avoir un certain nombre de données à disposition. Mais je suis sûr que dans les années à venir, nos mathématiciens réussiront, nos brillants mathématiciens français réussiront à résoudre ce problème. Une deuxième définition plus accessible, je dirais que c'est la capacité offerte aux machines à devenir auto-apprenants pour devenir de plus en plus autonomes. Auto-apprenant, et ça fait effectivement référence aux méthodes d'apprentissage. Les réseaux de neurones profonds, aujourd'hui, c'est l'illustration la plus parfaite pour effectivement être capable d'apprendre tout seul au fur et à mesure. Je parlais du jeu de Go, on a une intelligence artificielle AlphaGo qui aujourd'hui est devancée par AlphaZero, qui, elle, apprend d'AlphaGo, c'est-à-dire des intelligences artificielles qui sont capables d'apprendre les unes par rapport aux autres. Et une définition plus applicative, qui est la définition adoptée par la gendarmerie de l'intelligence artificielle. Nous considérons que c'est un vecteur de transformation de nos processus métiers. Et c'est important de le percevoir comme ça, parce que c'est à travers cette définition qu'on en décline notre stratégie. L'intelligence artificielle, on ne l'appréhende pas comme un outil informatique, on ne l'appréhende pas à travers simplement les projets. On parlera tout à l'heure des applications et des projets. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on l'appréhende dans une vision à 360 degrés. Il est important qu'en matière d'intelligence artificielle, on travaille sur l'aspect formation. Imposer des systèmes d'intelligence artificielle sans les comprendre, ça marche très bien dans le grand public parce que tous, on utilise l'intelligence artificielle tous les jours, dès lors qu'on ouvre notre moteur de recherche, l'ordre dans lequel Google ou d'autres nous présentent des requêtes qu'on formule, résulte d'une intelligence artificielle. Donc on utilise tous l'intelligence. Quand on utilise notre GPS, on utilise l'intelligence artificielle. Quand on monte notre carte d'identité, on a une reconnaissance faciale, il y a de l'intelligence artificielle. Donc on l'utilise aisément dans notre quotidien sans toujours le savoir. Pour autant, dans le domaine professionnel, et la gendarmerie y est très attachée, il s'agit de comprendre ce qu'on utilise. Et donc il s'agit de former le personnel de la gendarmerie. C'est pour ça que ce partenariat de Cher avec l'ISEP, il est important pour nous, parce qu'on part de l'acculturation jusqu'à la possibilité d'offrir des parcours doctoraux à nos personnels. L'acculturation, ça commence par la réalisation d'un MOOC. 93% de nos gendarmes ont réalisé le MOOC d'Open Classroom, Objectif IA, un MOOC accessible à tous, qui ouvre, entre guillemets, les chakras sur ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est aussi une revue bimestrielle, Culturia, qu'on diffuse à tous les gendarmes et qui peuvent s'acculturer progressivement à ce qu'est l'intelligence artificielle. À l'autre extrémité, eh bien, on a, notamment par le partenariat qu'on a avec l'ISEP, mais par d'autres possibilités qui sont ouvertes à chacun de nos personnels, c'est la possibilité d'aller sur des formations doctorales. Et entre les deux, on envisage des formations continues qui permettraient d'établir des piqûres de rappel pour les décideurs d'aujourd'hui comme ceux de demain. Donc, d'essayer au plus tôt de disséminer cette culture de l'intelligence artificielle. Au-delà de la formation, bien entendu, il y a l'aspect éthique, l'aspect réglementation. On y travaille beaucoup, on y reviendra peut-être dans la troisième partie, Isance, parce que ça a été évoqué, et je crois que d'un point de vue civilisationnel, c'est extrêmement important, mais on travaille beaucoup sur ce volet-là, considérant que l'éthique n'est pas le droit. Le droit, on ne se pose pas la question, on le respecte. Parce qu'on nous pose souvent la question, les libertés individuelles, vous savez, les libertés individuelles, on les respecte. Et si elles ne sont pas respectées, c'est une faute du gendarme, c'est une faute qui peut être pénalement punie. Et notre souci est effectivement de trouver ce point d'équilibre entre les libertés individuelles et la protection collective de la population. On travaille sur le projet de réglementation européen pour effectivement permettre une IA qui n'est pas une IA idéologique, qui est une IA construite sur des principes qui, encore une fois, prennent en compte la protection globale de la population et qui ne nuisent pas à la sécurité du citoyen par des contraintes trop fortes qui pourraient poser des difficultés.
On travaille aussi sur les partenariats. Je ne vais pas dévoiler tout ce qu'on le fait, je peux en parler là aussi, parce que ça rentre un peu dans le champ de la question. On a engagé un certain nombre de partenariats avec des universités, avec des écoles d'ingénieurs, avec des chaires dédiées à l'intelligence artificielle, mais aussi avec des think tanks, avec l'Institut Sapiens, avec le Hub Francia, qui est un pôle qui rassemble beaucoup de compétences en matière d'intelligence artificielle, avec l'Institut Europia. Et dans chacun de ces partenariats, on est sur une thématique particulière. Avec l'Institut Sapiens, on travaille plutôt sur l'aspect éthique. Avec le Hub Francia, on travaille plutôt sur l'aspect de l'IA dans les ressources humaines. Avec l'Institut Europia, c'est l'accessibilité de l'IA pour tous. Alors pourquoi ces partenariats? Ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est pour rendre transparente notre action vis-à-vis de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et on a, au-delà de ces sujets de partenariat, effectivement, un certain nombre de projets et d'applications qu'on développe en propre, d'autres projets où on se rapproche des industriels. Mais il est important qu'on ait cette capacité à développer en propre, parce que l'IA ne doit pas être une boîte noire pour les forces de sécurité intérieure. On doit comprendre les algorithmes qu'il y a derrière, on doit comprendre la distribution de nos bases de données, et ce fameux deep learning qui ne serait pas explicable, en réalité, il est largement explicable si on s'y intéresse de près. Par contre, il faut faire l'effort de la connaissance. On en parlait tout à l'heure un peu en aparté avec Vincent, et tout le monde n'est pas prêt à faire l'effort de la connaissance. La vulgarisation, elle a ses limites. C'est Albert Einstein qui disait on peut simplifier jusqu'au possible, mais pas au-delà. Je crois que ça concerne aussi l'IA. C'est-à-dire qu'à force de vouloir trop simplifier, on en fait quelque chose qui perd de son sens. Et donc, il est important, effectivement, qu'on s'intéresse à cette problématique-là et qu'on développe nous-mêmes un certain nombre d'algorithmes pour avoir cette maîtrise de l'intelligence artificielle et pour challenger des entreprises comme IDEMIA, pour challenger des startups qui nous proposent des solutions. Parce que s'ils nous proposent des systèmes en reconnaissance faciale, on sera capable de parler avec eux des potentiels biais, des limites de la reconnaissance faciale, sur la qualité d'image, on l'a évoqué, et ça sur l'orientation des visages, et ça c'est sur l'éclairage des visages, sur une reconnaissance temps réel ou pas temps réel. Tout ça est important pour nous, mais on ne pourra le faire que si on est capable de développer et de s'y intéresser de près. Alors moi, juste un mot sur le sujet. Il n'y a rien de mieux pour l'industriel qu'un client exigeant et éduqué. C'est comme ça qu'on progresse, vraiment. Donc, on a eu la chance chez IDEMIA d'avoir ces clients-là. Le premier client a adopté l'automatisation d'un certain nombre de choses au travers de ce qui était déjà l'intelligence artificielle, mais on ne parlait pas de deep learning à l'époque, c'était le FBI. Et au contact de cette force de police relativement exigeante en termes technologiques, on a pu énormément progresser. Donc, c'est des partenariats dont on est vraiment très friand. Je vais quand même retenir une seule définition qui est vecteur de transformation de nos processus métiers. C'est celle qui me parle le plus. Mais ça va me permettre comme ça d'aller sur le deuxième temps de ce webinaire sur l'aspect fonctionnel. Donc j'imagine, si je prends cette définition, que la première cible pour ces systèmes d'intelligence artificielle, c'est surtout pour les gendarmes sur le terrain, pour les aider justement à être plus performants, à simplifier peut-être leurs actions sur le terrain. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce qui est fait de manière très pratique, pour que tout le monde saisisse les enjeux au sein de la gendarmerie? Effectivement, j'évoquais tout à l'heure le plan stratégique de notre directeur. Il y a un slogan, c'est pour la population et par le gendarme. Et l'IA rentre dans ce slogan, c'est-à-dire qu'on veut une IA au profit de la population et mise en œuvre par les gendarmes. D'où l'intérêt de comprendre et de faciliter le gendarme sur des tâches peut-être chronophages pour qu'il puisse plus se consacrer à la protection de la population. Alors une fois qu'on a dit ça, concrètement, qu'est-ce que cela représente? Je vais vous prendre quelques exemples qu'on a actuellement en cours de développement, et je partirai sur ce qu'a dit Vincent, qui me paraît très important, c'est ne pas mettre en place une techno d'IA si on n'est pas prêt. On court à l'échec et on fait marche arrière. L'exemple de Tampa est un très bon exemple en matière de reconnaissance faciale, et on condamne presque une techno, et ça nous fait prendre un retard considérable. Alors, potentiellement, vous, par rapport à des concurrents, et nous, par rapport à le niveau de protection qu'on pourrait apporter à la société. Donc, il est important, effectivement, qu'on mature les projets, qu'on les évalue, qu'on les expérimente. Le rapport de Villani le soulignait, le The Artificial Intelligence Act en parle aussi, la notion de bac à sable, de potentialité d'expérimentation pour évaluer nos systèmes. Aujourd'hui, il n'existe pas de cadre juridique
dédiée à l'expérimentation, différenciée de l'application opérationnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expérimenter nos systèmes de reconnaissance faciale qu'on vous a déployés sur des jeux de données un peu compliqués ou un peu sensibles, pour en voir les limites. Donc ça, c'est vraiment un progrès pour demain. En termes d'application, on a des exemples pour la population. Un exemple qui est important de souligner, sur lequel on travaille depuis quelques années, c'est la capacité à anticiper l'effet de délinquance. On appelle l'analyse prédictive. Et je condamne le terme de police prédictive. On n'est pas du tout sur ce volet-là. On n'est pas du tout sur Minority Report. On n'est pas du tout sur PredPol, qui est une véritable application. On est sur cette notion d'analyse prédictive de la délinquance. Et je vous parlais de vecteurs de transformation de nos processus métiers. La gendarmerie, c'est une force de réaction. Il y a un événement, on est largement capable, et en tout cas on le fait plutôt bien, même s'il peut y avoir des critiques des uns des autres, mais on réagit plutôt bien sur la partie réactive face à un événement. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet d'anticiper les événements et d'être proactif. Face au développement de la délinquance, on n'a pas le choix. La délinquance va aller de plus en plus vite. Dans le domaine cyber, c'est flagrant. Et si on n'utilise pas des systèmes qui nous permettent d'être dans l'anticipation, autant dire qu'on ne sera pas à la hauteur des enjeux de sécurité et de protection du citoyen. Donc on travaille sur cette notion d'analyse prédictive qui n'est basée que sur les faits. Je répète, elle n'est basée que sur les faits. Elle ne s'intéresse pas aux personnes. Et c'est important de le souligner. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'intéresse à la géolocalisation du fait et on s'intéresse au moment du fait. Et à partir de là, si vous voulez, la délinquance, elle n'est ni aléatoire ni déterministe. Elle suit une série chronologique. Et donc, on a des systèmes qui, par rapport à cette notion de série temporelle, permettent d'anticiper les événements à venir. Des réseaux neurones récurrents sont adaptés à cette dimension chronologique des faits. Donc, c'est des choses qu'on utilise pour effectivement travailler sur l'analyse prédictive de la délinquance. On travaille sur les faits de cambriolage, on travaille sur les vols automobiles, on travaille sur les violences intrafamiliales autour de ces sujets et sur l'ensemble de nos interventions. Un autre volet applicatif, c'est la problématique d'authentification de l'information, notamment autour des deepfakes, c'est la notion d'hypertrucage. Qu'est-ce qu'il y a derrière les deepfakes? C'est des réseaux de neurones profonds qu'on appelle les GAN, les réseaux de neurones génératifs adverses, qui effectivement permettent de dupliquer aujourd'hui des informations textuelles, des informations images, des informations de vidéo, des informations audio, et de vous faire passer pour la personne que vous n'êtes pas. Donc, typiquement, en termes de criminalité, il y a la problématique des faux ordres de virement, c'est-à-dire qu'on appelle un secrétariat, on appelle un service comptable, et on se fait passer pour le président d'une société, pour un directeur général, et on lui demande un transfert de fonds. C'est une criminalité organisée, on sait à peu près d'où elle vient, elle a des comptes rebonds dans les pays étrangers, et en fait, elle joue un peu sur la crédulité, et c'est une infraction de masse. Et sur la masse, pour certains, ça va marcher. Mais demain, avec les deepfakes, ce scoring de réussite il sera beaucoup plus important, parce que vous verrez le visage du directeur et du président, vous entendrez sa voix, donc ça crédibilise encore l'information. Donc on travaille beaucoup sur cette notion d'authentification des deepfakes, qu'ils soient images, audio ou vidéo. Un autre exemple peut-être d'application plus lié aux ressources humaines, parce que je vous disais par le gendarme, c'est aussi faciliter le travail du gendarme sur un certain nombre de tâches chronophages. On a mis en place un chatbot. Alors on dirait que le chatbot, c'est une technologie qui est mature, et oui, c'est une technologie qui est mature, c'est la raison pour laquelle on a acheté un chatbot. On l'a mis dans le domaine des ressources humaines. Pourquoi? Parce que ça facilite le travail du gestionnaire. Aujourd'hui, le gestionnaire, plutôt que de répondre à des questions qui parfois sont simplistes, plutôt que de ne pas être disponible à 2 h du matin quand des gendarmes rentrent de patrouille, eh bien, on a un chatbot qui est capable de répondre à toutes ces questions. Et si jamais la question est trop difficile, si jamais ça sort du périmètre du chatbot, elle est orientée vers l'humain qui, effectivement, pourra apporter plus de précision. L'idée pour nous, c'est de dégager du temps humain pour que ce temps humain soit valorisé à travers des entretiens humains, justement, en relation interpersonnelle, et laisser les questions basiques au chatbot. Ça pourrait également être fait dans le domaine de l'informatique. Voilà quelques exemples. Je pourrais... Il y a aussi pédocriminalité, non? Oui, il y a dans le domaine de la classification d'images. Ouais. Aujourd'hui, on a des gendarmes qui sont exposés à des images pédopornographiques, où ils classent des images à longueur de journée. Détecter une image entre le porno et le pédo, c'est pas toujours simple.
on peut avoir une intelligence artificielle qui fait ce travail à la place des gendarmes. D'une part, ça va beaucoup plus vite, c'est souvent plus efficace, parce que ça récolte beaucoup plus d'images, et ça protège nos gendarmes. Il est important que nos gendarmes, parce que psychologiquement, c'est pas toujours facile d'être exposé à ce genre d'images. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est important pour nous. On parle beaucoup de prédiction, hein, ça a été souligné tout à l'heure, mais il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle, elle classe mieux, elle détecte mieux, elle anticipe mieux, et elle... J'en oublie un, elle classe mieux, je ne sais pas si je l'ai dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, elle le fait sur des tâches extrêmement spécialisées. Sur des tâches généralistes, l'humain sera meilleur. Mais sur des tâches spécialisées, elle sera bien plus forte. Et je reviens à la première question, Isance, en deux mots. L'IA ne cherche pas à imiter le raisonnement humain, comme on peut dire des fois de façon un peu rapide. Ce serait un peu stupide. Autant garder le raisonnement humain. L'IA, elle le dépasse largement sur ses tâches spécialisées. Quand on dit qu'elle vainc l'humain au jeu de Go, l'humain ne réussira plus jamais à battre une IA sur le jeu de Go. En revanche, une IA n'a pas ce que Yann Lequin appelle le sens commun, le sens de l'évidence, des choses très basiques, elle ne l'a pas. Et en plus, elle a un autre gros défaut, c'est que le cerveau de l'Isidol, il consomme à peu près autant d'énergie que nos cerveaux à nous tous, 20 watts, je crois, et l'intelligence artificielle, l'AlphaGo ou l'AlphaZero, consomme énormément d'énergie. Donc ça, c'est des vrais sujets pour demain. J'aurais beaucoup d'autres applications, oui, mais on risque d'être là encore 11 heures le soir et je voudrais laisser la parole. Non, et je voudrais laisser la parole effectivement à Vincent, d'autant plus que Cocorico, Idemia a gagné quand même pas mal de prix à des concours internationaux sur les technologies que vous développez. Donc ça, c'est quand même une fierté. Vous le disiez tout à l'heure, on parle beaucoup des grands géants du numérique américain et chinois. Et on a sur notre sol effectivement une belle entreprise qui ne cesse de gagner tous les ans tous les prix. Enfin, voilà, elle rafle. Hein, donc, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques technos que vous utilisez, voilà, de manière très concrète aussi, pour que tout le monde comprenne bien? Donc, voilà. les concours que vous évoquez sont des concours qui sont organisés par le NIST. Le NIST, c'est le National Institute of Standards and Technology. C'est une émanation du département du commerce américain qui a été chargé par l'administration américaine de procéder à l'évaluation des technologies qui ont le potentiel de concourir à leur sécurité nationale. Et donc, ils organisent en permanence des concours dans lesquels ils ont des jeux de tests secrets qu'ils gardent eux, que personne ne voit, évidemment, pour éviter qu'on triche. Et puis, ils proposent à absolument n'importe qui, je pèse mes mots, de soumettre des algorithmes qui vont aller effectuer une tâche très précise, comme le disait Général Perrault, qui est la reconnaissance de visage. Et donc, techniquement, il y a plein de scénarios différents, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a la fierté, je veux dire la chance, la fierté d'arriver premier dans la plupart d'entre eux, où on va leur donner une image question d'un visage, et on dit, voilà, est-ce que cette personne est dans la base de 12 millions de personnes que vous n'avez jamais vues? Et dites-moi si elle est dedans, et si oui, qui est-elle? Et donc, on répond à cette question, et de par la qualité de nos ingénieurs, produits par des écoles comme l'ISEP, et puis le savoir-faire qu'on a accumulé sur toutes les années, on arrive à se placer dans les meilleurs mondiaux sur ces sujets-là. Donc, en reconnaissance faciale, on est vraiment un benchmark, on fait partie des entreprises, des organisations même, puisqu'il n'y a pas que des entreprises qui participent, qui ont les meilleures performances sur ces sujets-là. Il y a plein d'autres compétitions auxquelles on participe. On participe même à des compétitions inverses de hacking. Par exemple, on parlait de cybersécurité, donc évidemment, on est producteur de solutions de cybersécurité, mais on participe aussi, on a des équipes en interne de hackers éthiques qui attaquent, qu'on garde dans un petit coin, qui ne parlent pas aux équipes de développement, et donc le boulot, c'est d'attaquer le travail des équipes de développement, et de leur montrer, attention, t'as un trou là, t'as un trou là, t'as un trou là, etc. etc. Mais de temps en temps, pour s'oxygéner et de manière un peu récréative, ils participent à des concours internationaux de hacking, donc, qui va attaquer des trucs, et on obtient des résultats qui sont intéressants là-dessus aussi. Donc là où nous, on a tendance à focaliser notre intérêt, on ne fait pas trop dans le prédictif. On est beaucoup dans le support à l'enquête en matière de force de sécurité. Et donc, ce support à l'enquête, il peut se matérialiser sous la forme d'identification criminelle assez classique. Donc, si vous l'avez vu dans les experts, on le fait. Je dirais même si vous l'avez vu dans les experts, c'est peut-être notre système que vous avez vu, puisqu'il a été utilisé dans un certain nombre d'épisodes, puisqu'on équipe le FBI.
Et donc de l'identification par trace d'empreinte digitale, l'identification de visage. Et là où effectivement on apporte quelque chose de supplémentaire par rapport à la concurrence, c'est que si l'image est de mauvaise qualité, s'il y a beaucoup de vieillissement entre les deux images, si vous voulez identifier une personne dont vous avez une photo, mais cette photo-là, elle date d'il y a 20 ans. Alors, vous avez une photo récente et la seule photo que vous avez dans votre base de données, c'est une photo d'il y a 20 ans, donc il faut être capable de faire le match quand même. Donc c'est vraiment sur ces sujets-là qu'on va nous différencier et apporter plus de valeur à nos clients. Un autre exemple que je voudrais citer, c'est le travail qu'on fait sur l'analyse vidéo. Donc là, on n'est pas forcément dans l'identification de personnes par rapport à une base de gens connus, mais on va aider les investigateurs à comprendre ce qui s'est passé. Un très mauvais exemple, l'attaque du Bataclan. Il y avait des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos à regarder, que l'antiterroriste pour comprendre qui était intervenu, combien il y avait de personnes, d'où est-ce qu'ils venaient, où est-ce qu'ils étaient sortis, est-ce que c'était les mêmes qu'on avait vu forcer un barrage de police un peu plus tard, etc. Grâce à notre système, on a pu accélérer assez largement la capacité qu'ont eu les enquêteurs à comprendre ce qui s'est passé, à identifier les perpétrateurs. Et puis, l'issue, on la connaît tous. Donc évidemment, nos systèmes ne font pas le travail des investigateurs à leur place, ne prennent pas, c'est très important, ne prennent pas de décision à la place des investigateurs. Ils vont accélérer, rendre plus efficace leur travail en éliminant peut-être des pistes qui n'ont aucun intérêt, qui n'est pas la peine de regarder, en fournissant quelques hypothèses à des investigateurs qui, eux, vont les vérifier, les valider, les invalider. Et c'est vrai aussi pour l'identification criminelle, personne qui n'est jamais allé en prison parce qu'il y a un système d'identification criminelle qui a dit c'est lui. Ça n'arrive pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a eu une trace qui a été relevée sur une scène de crime ou une photo qui a été prise d'une caméra de vidéoprotection. Le système IDEMIA ou de la concurrence, il a fourni un certain nombre de candidats en disant ça pourrait bien être ces gens-là. Et il y a un expert humain qui va aller comparer la photo prise sur la scène de crime, la photo qu'il y avait dans la base de données de la police, et vérifier par lui-même, en son âme et conscience, si ça correspond bien à la même personne. Ce qu'il n'a pas eu à faire, c'est de regarder parmi les 10 millions de personnes que contient la base de données. Il a juste à regarder les quelques-uns que le système lui remonte. Et il faut qu'il en soit suffisamment sûr pour pouvoir les défendre devant un juge, parce que c'est ça qui se passe. L'expert, lorsqu'il va y avoir un procès, il va devoir aller devant le juge, expliquer voilà pourquoi moi je pense que cette photo un peu floue, un peu trouble, et cette photo d'identité, en fait, c'est la même personne. Et par mon expérience et mon expertise, je vous dis que c'est la même personne. Ce qui pourra donc être retenu dans le cadre du jugement, ou pas, si la personne n'est pas suffisamment convaincante. Si je peux me permettre, parce que j'ai connu cette situation d'expert judiciaire dans le domaine de la biométrie, que ce soit la reconnaissance de l'occupeur ou la reconnaissance faciale, c'est exactement ça. À une nuance près, c'est que l'expert ne dit pas c'est la même personne ou pas la même personne. Il y a un score de probabilité. Et justement, et c'est ça tout l'intérêt scientifique, et les systèmes apportent un score de probabilité que l'humain n'est pas capable d'apporter. Et ça, je crois que c'est un point qui est intéressant. Et je voudrais juste insister sur un autre point, parce que ce n'est pas toujours bien compris. Quand Vincent parle de système d'enquête, c'est sous la direction d'un magistrat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de captation non contrôlée par un magistrat, il n'y a pas de reconnaissance faciale non contrôlée par un magistrat, donc on est dans un cadre judiciaire. Le cadre administratif permet certaines choses, le cadre judiciaire permet d'autres choses. Typiquement, ce que dit Vincent, c'est pas dans l'espace public, il y a des caméras et puis je reconnais telle ou telle personne. Il y a une enquête judiciaire, il y a des systèmes de vidéoprotection qui ont capté et qui ont enregistré de l'information. C'est cela qu'on va analyser avec l'autorisation d'un magistrat. Donc on est vraiment sur cette idée que c'est juridiquement parfaitement autorisé et défini et en aucune façon intrusif. Et le dernier point là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est parfois assez mal compris, ça sert à charge comme à décharge. Parce que des fois, ça permet de dire non, c'était pas telle personne, plutôt que la personne qui était accusée. Voilà. Tout à fait. Non, peut-être quelques mots sur les applications cancer. Si essentiellement, l'utilisation de l'intelligence artificielle, comme je le disais, on l'utilise en biométrie. Et donc, on va l'utiliser par exemple dans le cadre des bornes automatiques que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous passez une frontière. Et là encore, l'objectif n'est pas de remplacer les gardes-frontières, c'est de leur permettre de se focaliser sur les cas problématiques. Un garde-frontière français qui est dans son aubette à Roissy, il va avoir passé 95% de gens qui sont des touristes parfaitement droit de rentrer, sur lesquels il n'y a absolument aucune question de se poser. Pour autant, il va falloir traiter le cas. Et donc, on va orienter ces flots de personnes, je dirais, standards, qui ne posent aucune question
vers des systèmes automatiques et on va laisser les experts du contrôle aux frontières se concentrer sur les cas qui sont plus problématiques. Et c'est la logique qu'on a un peu partout. Et la deuxième logique, c'est celle de transformer des interactions en personne en interactions en ligne. Jusqu'à il y a quelques années, il vous était impossible d'ouvrir un compte en banque en ligne. Vous êtes obligé de vous déplacer physiquement dans une agence bancaire, de faire votre preuve d'identité, d'avoir une personne physique en face de vous, un employé de banque qui regarde votre carte d'identité, qui regarde votre visage, qui vérifie que c'est bien la même chose et puis qui lance le processus de création de compte. Pourquoi? Parce que la profession bancaire, c'est une profession réglementée. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir un compte à n'importe qui sans avoir fait établi de manière sûre son identité. Pourquoi? Pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. On a besoin de savoir l'argent, de pouvoir tracer les transferts d'argent. Et pour ça, vous avez besoin d'une identité forte. Ben, grâce à la technologie, on a réussi à passer cet établissement initial de l'identité d'une interaction physique dans laquelle il fallait que vous vous déplaciez dans une agence à une interaction en ligne en utilisant de la reconnaissance faciale, par exemple. C'est partie des choses sur lesquelles on travaille, on continue à travailler, sur lesquelles on rencontre des succès qui sont intéressants. On comprend bien, effectivement, en s'intéressant aux applications, que l'IA est vraiment une aide à la décision, c'est un outil. On va attaquer un peu le troisième plan, qui est un peu le débat démocratique sur ce sujet-là, qui me semble assez essentiel. Qu'est-ce que vous répondez donc je veux dire, à ces gens qui sont apeurés, ou même à des trackers qui vous disent qui vous posent la question, comment est-ce qu'on contrôle une IA qui a vocation à auto-apprendre, qui ira beaucoup plus vite, quelles sont les soupapes de sécurité que vous mettez en place, quelles sont les garanties éthiques, juridiques, toutes ces questions effectivement que se posent légitimement des citoyens sur notre capacité aussi à contrôler et jusqu'à quel point une intelligence artificielle. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites on arrête le développement parce que passé ce stade-là, on ne pourra plus avoir le contrôle de cette intelligence artificielle qui a vocation à soi-disant décider toute seule. Voilà. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Ouais. Bon, la première, et dans les deux cas, je pense que la façon d'aborder ce sujet, c'est d'essayer de dissiper les fantasmes. Lorsqu'on parle d'auto-apprenante, en tout cas c'est notre position chez IDEMIA, lorsque l'algorithme sort de notre R&D, il ne changera plus. D'accord. Il n'apprend pas sur le terrain, il n'apprend pas tout seul. Pourquoi? Pour qu'à chaque fois qu'un utilisateur, comme le gendarme national, vient nous voir en disant « il s'est passé ça à votre algorithme, je voudrais comprendre pourquoi », il faut qu'on soit capable de leur répondre. On sera capable de leur répondre si on a la maîtrise totale de ce qu'on leur a mis entre les mains et qu'on est capable de reproduire exactement le problème qu'ils ont vu et donc de le résoudre. Donc, les systèmes qu'IDEMIA met sur le marché, les algorithmes qu'IDEMIA met sur le marché, ils n'évoluent plus une fois que la R&D les a validés. Une fois qu'on a validé que cet algorithme faisait bien ce qu'on voulait, il ne changera plus. On pourra changer, on pourra le mettre à jour selon le même processus, on reproduira un algorithme, on le revalidera et on le remplacera, mais en tout cas, il ne va pas évoluer tout seul hors de notre contrôle. Ça, c'est quelque chose qu'on interdit. C'est un premier point qui est important. Le deuxième, c'est que l'intelligence artificielle, elle est très bonne sur des sujets extrêmement pointus. Et elle est totalement incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Un algorithme qui fait de la reconnaissance faciale, il ne saura pas faire de reconnaissance d'empreinte digitale, il ne saura pas faire de savoir si c'est un chat ou un chien, il saura faire de la reconnaissance faciale, il saura faire que ça, toute sa vie. Donc il y a une vraie... voilà, le fantasme de l'IA dont on perd le contrôle, dans une grande mesure, excusez-moi pour la tautologie, c'est un fantasme. En revanche, il y a une vraie question, et je vais partir du point de départ du général Perrault tout à l'heure, il y a la loi. La loi, on ne la questionne pas, on la respecte. Si, parce que le législateur, dans sa grande sagesse, n'avait pas prévu certaines choses que la technologie peut faire, et donc il y a une espèce de vide juridique, ce vide juridique, il doit être comblé. C'est un peu le cas de la reconnaissance faciale. Là où il y a un vide juridique, je suis un peu d'accord avec le général Perrault, c'est sur les problématiques d'expérimentation. Aujourd'hui, la reconnaissance faciale est très bien encadrée par le règlement existant. La directive police-justice européenne pour les forces de sécurité et le RGPD pour toutes les applications non gouvernementales, mais non de l'ordre de la police et de la sécurité. C'est déjà très bien encadré.
Il y a certainement des choses qu'on peut faire mieux, c'est l'objet du règlement sur l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui en gestation au niveau de l'Union européenne. Et donc si on doit faire changer la loi, on la fait changer, mais le point de départ, c'est quand même qu'on respecte la loi. Donc quand les pratiques sont interdites par la loi, elles sont interdites par la loi, point. Est-ce que nous, on se met des limites supplémentaires? Oui, sur 2 sujets. Le premier, c'est que, je ne vais pas commenter ce que fait la concurrence, parce que j'en sais rien, mais on a intégré très rapidement dans notre processus de développement de technologie des problématiques d'équité. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple de la reconnaissance faciale, notre algorithme de reconnaissance faciale, qu'on va déployer dans le cadre peut-être d'investigation criminelle, je ne veux pas qu'il fasse plus d'erreurs sur les gens qui ont la peau sombre que sur les gens qui ont la peau claire. Ça, c'est très très clair. Et ça, on l'a intégré directement dans le processus de développement. C'est-à-dire que lorsqu'on produit un algorithme, l'apprentissage, c'est rien d'autre qu'un exercice d'optimisation. Vous essayez d'optimiser la réponse à un problème donné. Si dans le problème que vous soumettez et que vous cherchez à résoudre, vous dites « et par ailleurs, je veux que la performance sur les différents groupes ethniques soit la même », la sortie de votre apprentissage, ce sera un algorithme qui aura la même performance sur les différents groupes ethniques. Par contre, c'est un compromis. Vous n'aurez peut-être pas la meilleure performance possible que vous auriez pu avoir, mais vous aurez une performance égale sur les différents groupes ethniques. Et ça, on l'a intégré, nous, ça nous a porté préjudice dans le sens où, dans certains concours, on n'est pas arrivé premier, parce que justement, on était attentif à ces sujets-là. Et on est très content de voir que l'ONIST a commencé en 2019 à intégrer à leur ensemble de tests ce qu'ils appellent les effets démographiques. Et donc maintenant, comme ils sont aux États-Unis, ils ont le droit de le faire, puisqu'évidemment en France, on ne peut pas différencier les gens par rapport à leur groupe ethnique. Mais eux, ils peuvent faire des mesures de performance des algorithmes selon le groupe ethnique et vérifier que certains fournisseurs ont bien des performances qui sont stables et d'autres moins. Et on est très content d'avoir été cité en exemple par le NIST en disant certains fournisseurs sont parfaitement capables d'avoir des performances qui sont stables sur les différents groupes ethniques. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait de manière proactive parce que vous estimez juste être quelque chose qu'il fallait qu'on fasse. Parce que quand on sert des forces de police en France, dans la plupart des pays démocratiques au monde, cet élément-là, il est extrêmement important. Donc ça, c'est des choses que techniquement on intègre à nos processus de développement. Et on essaye aujourd'hui, c'est la vision que je faisais sur le développement des standards, de pousser ces métriques dans les standards pour que ces métriques atterrissent dans les appels d'offres. Ce qu'on veut, nous, chez Idemia, c'est que dans les appels d'offres des différentes polices du monde, il y a un alinéa qui dit le système doit présenter des performances qui sont stables sur les différents groupes ethniques. Et ça, donc ça pour éviter que ce soit juste un vœu pieux, il faut l'associer à une façon de le mesurer. Et donc c'est ça sur lequel on travaille dans le cadre des standards. Et donc ça fait partie des choses qu'on fait. Et le troisième point, c'est les applications qu'on ne sert pas. Il y a 2 raisons pour lesquelles on ne pourrait pas servir une application, une demande qui viendrait d'un client, d'un utilisateur. La première, c'est qu'on pense qu'on ne va pas être capable de livrer le bon niveau de performance. Et donc là, un exemple, c'est par exemple le fait de savoir si quelqu'un a plus de 18 ans ou pas. Est-ce qu'on sait estimer l'âge d'une personne avec l'intelligence artificielle? Bien sûr. Est-ce qu'on sait décider si vous avez 17 ans et demi ou 18 ans et demi avec une performance satisfaisante avec de la reconnaissance faciale? Aujourd'hui, non. Et donc, on a refusé de servir ces applications-là. Alors que, il y a, dans le domaine de la boisson, par exemple, des gens voudraient pouvoir mettre des distributeurs de boissons alcoolisées. Et évidemment, vous n'avez pas le droit de vendre selon les pays, vous n'avez pas le droit de vendre des boissons alcoolisées à des gens qui sont mineurs. Et donc, vous devriez avoir un moyen de vérifier que la personne qui achète la bouteille est majeure. On nous a demandé si on pouvait faire un système qui déterminerait automatiquement l'âge qu'elle a. On a dit qu'on n'était pas capable de le faire avec la bonne performance. Et le deuxième cas, c'est dans le cas où, éthiquement parlant, on pense qu'une utilisation de cette technologie-là, elle serait en dérive immédiate. Et donc là, vous avez des applications du type essayer de déterminer l'origine ethnique de quelqu'un. Il peut y avoir des applications vertueuses de ces sujets-là, mais il y a tellement d'applications non vertueuses qu'on a décidé de ne pas le faire. Je retiens effectivement le bon vieil adage choisir, c'est renoncer finalement. Tout à fait. Donc ça a un impact économique, parce que finalement en ayant cette éthique-là, c'est aussi du business, voilà. Ça nous échappe, ouais, effectivement. Mais plus gros effet démocratique. Donc c'est ce que je retiens. Donc effet démocratique, bien évidemment que la gendarmerie, l'impact économique, on n'en parle pas. Donc il n'y a que effet démocratique. Qu'est-ce que vous faites justement à la gendarmerie nationale pour rassurer la population, pour déconstruire aussi ce discours de vous êtes là pour contrôler et surveiller la population,
parce que c'est souvent en fait sur les forces de sécurité que ce discours prend forme. Bizarrement, rarement sur les acteurs économiques, mais plutôt sur les acteurs étatiques, avec la crainte de cette surveillance et du contrôle. Alors, je commencerai par dire que les dictatures n'ont pas besoin de l'IA. Et en général, les pays, les plus grandes dictatures, c'est là souvent pour les scientifiques qui est parfois le plus moins développé. Après, je voudrais à cette idée de compromis de la performance, parce que c'est aussi plus d'erreurs qu'on accepte. Et la question se pose. Je vais prendre l'exemple du médical. Vous avez une intelligence artificielle capable de vous détecter une maladie grave avec un niveau de réussite à 98%. Et vous avez un humain qui est capable de le faire, un médecin très compétent, qui a un niveau de 70%. C'est un professeur reconnu. Et il sera capable de vous expliquer le résultat qu'il apporte. L'IA ne sera pas capable de vous l'expliquer. Qu'est-ce que vous allez privilégier? La machine. Je pense que les uns et les autres, quand ça nous concernera, tant pis pour l'explication, on s'assoira dessus. Dès lors qu'on sait que la machine est bien plus performante, je choisirai la machine. Mais derrière le traitement à mettre en place, bien souvent on préfère que ce soit l'humain. Et ce n'est pas la machine de nous dire le traitement qui est en place. Par contre, la machine aura éclairé le professeur sur des choses que lui-même n'aura pas vues. Et je crois que le débat éthique, il peut être illustré aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que, parce que ce n'est pas explicable, c'est à rejeter. Je crois qu'il faut aussi accepter une part essentiellement d'inexplicabilité. Un exemple que j'aime apprendre, c'est celui de l'aspirine, découvert dans la fin du 19e siècle. On a compris le principe actif dans les années 80, 86 ou 89. Pourquoi on a utilisé l'aspirine pendant toutes ces années? C'est un peu par rapport à ce que disait Vincent tout à l'heure. C'est que ça fonctionnait par rapport à la tâche qu'on lui demandait, et puis on a mesuré les effets de bord. Il n'y avait pas d'effet de bord néfaste. Donc on a continué à l'utiliser. Et je crois que l'IA doit s'inscrire dans cette perspective. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le cadre juridique, on ne le discute pas. Vincent l'a dit également. Nous, on ne se pose même pas la question, on l'applique. Mais après, il y a la dimension éthique. Effectivement, quelle dimension éthique on apporte à nos applications d'IA? L'éthique, c'est un système de valeurs qu'on partage, qu'on propose et qu'on partage par rapport à ceux qui vont travailler avec nous. On a, et Isance, vous y êtes pour quelque chose également, on a sorti une charte éthique qui regroupe un certain nombre de points, et avec en point fédérateur la confiance. C'est-à-dire qu'on considère que la confiance, si vous voulez, vous ne le voyez peut-être pas, mais elle est au centre de cette figure, parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on va décréter. On ne va même pas travailler dessus. Elle doit immerger de ce sur quoi on va travailler. Et ce sur quoi on va travailler, c'est la loyauté, c'est la responsabilité, c'est la transparence. Pas la transparence absolue, je l'ai dit, tout n'est pas forcément explicable. C'est le respect et c'est la connaissance. Et je crois que c'est important qu'en travaillant sur ces différentes notions, on fasse émerger la confiance. Parce que la confiance, si vous voulez, on vit actuellement une forme de crise de confiance, étatique, mais pas que, et qui est véhiculée par des réseaux sociaux. Mais quand on réfléchit bien, les réseaux sociaux, dans toutes les informations qu'ils vous délivrent, c'est des moteurs de recherche basés sur l'IA, et l'objectif d'un réseau social, l'objectif d'un moteur de recherche, c'est que vous restiez sur le moteur de recherche. Ce n'est pas de vous donner l'information la plus objective. Donc, toutes ces informations vite acquises, souvent, elles ne résultent pas forcément d'un grand savoir. Aujourd'hui, on est en train de mettre en compétition le tweet avec le grand savoir. Je crois qu'à un moment, il faut remettre des choses en perspective par rapport à ces sujets-là. Et donc, retrouver cette confiance. Et ce qu'on essaye de faire, on a rédigé cette charte. Aujourd'hui, notre étape, c'est de faire rentrer nos différents systèmes dans les différents éléments que j'ai évoqués, loyauté, transparence, connaissance, respect, et de voir les métriques qui permettent d'illustrer ces éléments-là, d'avoir une sorte de charte qualité, enfin d'assurance qualité applicative par rapport à cette charte. Parce que l'analyse prédictive de la délinquance, elle ne se mesurera pas peut-être avec les mêmes métriques que la reconnaissance faciale, qui ne se mesurera peut-être pas avec les mêmes métriques que le chatbot. Et donc, il faut qu'on trouve les bonnes métriques pour faire rentrer nos différentes applications dans cette charte éthique et qu'effectivement émerge de la confiance. Parce que dire je vais développer un système de confiance, c'est un peu facile et peut-être un peu marketing. Je crois qu'il faut mettre en place des métriques qui font qu'à la fin, on pourra avoir confiance dans le système. Et quand
Alors, quand je dis confiance dans le système, ça ne veut pas dire qu'on comprend tout ce qu'il y a dans le système. Ça veut dire qu'effectivement, son évolution peut être arrêtée, il ne sera pas auto-apprenant. Allez, je digresse un peu, Isance. Un système apprenant que j'aime bien autour de l'apprentissage par renforcement. Encore le domaine médical. J'aime beaucoup utiliser le domaine médical, même si on est sur un webinaire sur la sécurité, parce que c'est parlant. Vous avez un robot chirurgical qui va vous ressouder une fracture du bras. Et le système d'apprentissage par renforcement, c'est un système de récompense-sanction. Quand il fait bien, il apporte une récompense. Quand il ne fait pas bien, on le sanctionne. Et donc, au fur et à mesure, il va s'améliorer. Et vous cassez le bras une première fois, vous êtes un peu intimidé, vous voyez ce robot qui vient vers vous, et effectivement, il va vous ressouder au millionième du micron les os pour que ça coïncide bien. 6 mois après, vous recassez l'autre bras, pas celui-là, parce qu'il a été bien consolidé, et puis vous revenez dans votre hôpital, et vous voyez de nouveau ce robot, et là vous êtes totalement en confiance, et ce robot s'acharne à broyer votre bras. Pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, il a compris que la récompense, c'est là quand il répare les bras. Et donc, il faut savoir l'arrêter avant. Et ça, c'est le rôle de l'humain. C'est-à-dire que dans la fonction d'apprentissage, on met une fonction d'arrêt. C'est-à-dire qu'il faut qu'il s'arrête au fait de ressouder les bras et pas de casser les bras pour pouvoir les réparer. Et donc, c'est là le contrôle des algorithmes, des systèmes d'IA sans contrôle, je n'y crois pas non plus. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Mais encore une fois, faut-il mettre en place les mesures, faut-il avoir connaissance des algorithmes qu'il y a derrière et être capable de travailler sur ces aspects-là. Donc c'est tout le travail de cette charte éthique qui est accessible, où effectivement on agrège ces notions-là pour développer une IA de confiance, pas décrétée, mais qui émerge. Si je peux me permettre de soumettre une question auquel je n'ai pas la réponse, mais pour reprendre les métaphores médicales, parce qu'on fait un procès à la reconnaissance faciale. Je pense que quand on déplace le sujet et qu'on prend une autre application, tout à coup, on se pose plus les questions de la même façon. Prenez un algorithme de diagnostic, et cet algorithme, il est capable de diagnostiquer avec 99% de précision il est meilleur que le mien. Ouais, il a 98. Ça progresse. Sur les hommes, et à 98% sur les femmes. Il est un peu moins bon sur les femmes. 98 quand même. Et puis, vous avez un autre algorithme qui, lui, a rigoureusement les mêmes performances sur les hommes et les femmes, et qui a 95% de performance. Il me semble que quand on pose la question comme ça, on va dire, bah non, autant utiliser celui qui fait 99 sur les hommes, 98 sur les femmes, le minimum c'est 98. Et si vous replacez ce sujet-là dans la reconnaissance faciale, vous allez répondre 95%. Mais nous, si vous voulez, c'est un des sujets pour nous. C'est-à-dire que si on nous dit qu'on a un système qui est équitable sur les personnes, les vols malfaiteurs, on a décru la capacité à le reconnaître, ça nous pose souci. Et c'est pour ça qu'il faut rester sur cette idée qu'une IA, elle est extrêmement spécialisée sur une tâche. Si c'est plutôt des hommes de couleur claire, on utilisera l'IA qui est plutôt très performante sur les hommes de couleur claire, mais on ne doit pas l'utiliser pour les hommes de couleur, parce qu'effectivement, elle sera moins bonne. Il faudra peut-être un système qui aura appris sur une autre base de données. Vous allez en Afrique subsaharienne, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, peut-être que ça ne leur sert pas à grand-chose d'avoir un système qui est très bon sur les personnes de couleur blanche. Donc, c'est quelque chose qu'il faut mesurer par rapport aux besoins, et ce n'est pas faire offense à l'équité, à un moment de penser ce niveau de performance pour une meilleure protection des citoyens. Et puis, à un moment, il faut aussi mettre la barre de l'équité, parce qu'on parle sur la couleur, mais après on peut parler sur l'âge, sur le genre, et puis dans l'âge, sur la couleur des cheveux, et où on s'arrête. Donc il faut effectivement, c'est un travail qui est à faire au cas par cas sur nos applications, mais il faut saluer effectivement l'effort que vous avez fait sur ce travail d'équité, parce que ça permet peut-être aussi potentiellement de voir le niveau de décroissance des applications sur les bases de données. Je parlais tout à l'heure des réseaux génératifs adverses. On a, nous, conçu des bases de données parce qu'on nous dit que l'IA, elle est raciste. Pour moi, le terme raciste s'applique à l'humain, pas à la machine. La machine, elle n'est pas raciste, elle est performante ou elle n'est pas performante. L'humain, lui, malheureusement, peut être raciste. Et je crois que effectivement, la question à se poser, c'est comment on fait pour que le niveau de performance soit satisfaisant par rapport aux besoins qu'on a exprimés. C'est tout l'enjeu des développements qu'on effectue
chez nous. Et sur c'est à partir de ces réseaux génératifs adverses, j'avais un peu perdu le fil de ce que je disais, on a créé des personnes de couleur, on a créé des personnes plutôt de type asiatique et des personnes plutôt de couleur blanche. Et on se pose la question du niveau de performance de nos algorithmes sur chacune des classes. Pas sur l'ensemble des classes, sur chacune des classes, de façon à avoir un niveau équitable sur chacune de ces classes, pour pas qu'on ait une baisse sur les niveaux. Merci, Général. Ça sent le mot de la fin. Voilà. Je vais retenir finalement 3 choses, voilà, pour répondre un peu à la problématique qui avait été soulevée dès le début. Finalement, l'intelligence artificielle, c'est un outil qui permet de mieux sécuriser l'accès à cet espace numérique. Il sert un peu d'alerte et il permet aussi d'avoir de faire gagner en performance, voilà, pour sécuriser cet accès-là. Il permet aussi, c'est un outil qui permet aussi de mieux protéger votre vie aussi dans cet espace numérique. Donc, une fois passé cet accès, donc c'est vraiment une aide au diagnostic, c'est une aide à la décision justement pour les forces de sécurité. Et puis, troisième chose, c'est aussi une technologie, on la fantasme beaucoup, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'elle pourrait aussi permettre de mieux répondre aux enjeux sociétaux, aux enjeux du débat démocratique, du problème de la crise de confiance qui existe aujourd'hui. On le voit, du reste, hein, il y a des premières étapes qui ont été franchies, cette charte éthique. On a aussi voilà, des grandes entreprises qui font aussi le choix du compromis pour de la performance. Et dernière peut-être chose, c'est aussi un écosystème qui est en train de se structurer en France. Donc ça, je suis ravie aussi de finir par ça, voilà. Parce qu'on peut déjà être, et on peut être fier, voilà, des technologies qui sont développées et qui sont déployées par la France en son sein, et puis au sein de l'Union européenne, et bien évidemment, qui deviennent ensuite des champions à l'international. Ça ne s'arrête pas là, enfin si pour ce soir bien sûr, mais c'est que le premier webinaire, voilà, d'une longue série. Donc on se retrouve au mois de septembre avec la question du métavers, et puis ensuite on abordera le sujet aussi de l'analyse prédictive. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je remercie tout particulièrement le général Perrotte et puis Vincent Boitou d'avoir joué le jeu de cette discussion. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Merci. Il y avait des questions? Pardon. Ah, pardon. Non, on ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Oh là là, il n'y a pas de page pub. Pardon. Il y a une question dans la salle. Il y a une question. Pardon. Donc on répond. Oula, mais oui, plein de questions. Bon, bah, go alors. En fait, les gens sont intéressés par le sujet. Moi-même, je suis enseignant-chercheur en cybersécurité à l'ISEP. Donc, moi, je ne suis pas vraiment un spécialiste de l'IA, mais quand même, en fait, je pense que je vais donc, je ne suis pas vraiment spécialiste de l'IA, mais quand même, en fait, on utilise l'IA dans pas mal de choses, notamment dans la détection d'anomalies dans les réseaux, par exemple, les réseaux d'entreprise, les réseaux IoT, etc. Et donc, on a plusieurs questions qui viennent souvent dans la loupe de la recherche. La première question, c'est la question de la responsabilité. Donc là, vous avez discuté sur pas mal de cas d'usage, d'utilisation de l'IA, notamment dans la détection de la délinquance ou autre. Mais en fait, on se demande toujours c'est qui le responsable lorsque l'IA prend une décision. Là où vous avez dit oui, en fait, l'IA, c'est juste un support, en fait, c'est pas elle qui prend la décision, mais quand même, en fait, elle donne des preuves, elle donne des choses qui servent à des gendarmes ou à des personnes qui font l'identification pour prendre une décision. Donc, il y a quand même une responsabilité derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Et elle est encore plus forte, je pense, pour la gendarmerie, oui, qui a un devoir de rendre des comptes auprès de ses citoyens. Voilà. On a cette notion de redevabilité vis-à-vis du citoyen qui est importante. Pour moi, la responsabilité doit rester humaine, a priori. Parce qu'après, malheureusement, et heureusement,
à ces sujets-là, parce que ça fait vivre les tribunaux aussi. Souvent, ça va au tribunal pour déterminer des responsabilités. Mais sur le principe, je pense qu'il faut rester sur cette idée que la responsabilité, elle doit être humaine. Vous venez du monde cyber, c'est un espace à part. Et c'est un espace à part qui va nous poser la question de la décision autonome de l'IA. C'est-à-dire, est-ce que l'humain est capable aujourd'hui de réagir à des attaques cyber? Je pense que l'humain ne sera pas capable de réagir dans la bonne célérité et sur la multitude des attaques. Donc il faudra IA contre IA. Il faudra des IA défensives face à des IA offensives. Il faudra que l'IA prenne la décision toute seule. Et là, se posera la question, effectivement, de la responsabilité. Mais le choix de protection doit être humain. C'est-à-dire, le choix de l'IA défensive doit être humain. Et donc, on pourra retrouver une responsabilité humaine sur ces sujets-là. Et un autre point qu'on n'a pas forcément abordé, mais votre question m'y fait penser, c'est la notion de décision. Qui décide? On parle beaucoup d'aide à la décision. Sécurité, l'IA qui décide toute seule, je crois qu'on sera beaucoup plus confronté à des situations où l'humain a abandonné son pouvoir de décision plutôt que au fait que ce soit l'IA qui a décidé toute seule. Quand je prends mon véhicule et que j'utilise mon GPS, j'abandonne mon pouvoir de décision au GPS. En revanche, dans des situations et dans des cas extrêmement sensibles, il faut que l'humain soit conscient que l'IA lui apporte une proposition. Mais c'est une proposition qui doit être en perspective des éléments contextuels, des éléments prospectifs qu'il peut avoir autour de lui. Parce qu'encore une fois, l'IA est très spécialisée. Et parce qu'elle est spécialisée, elle n'a pas tout le périmètre qui est autour. Donc à l'humain de savoir effectivement prendre en compte tout ça. Et c'est pour ça que la formation est importante. C'est-à-dire que nos cadres dirigeants doivent avoir conscience du moment où ils abandonnent leur pouvoir de décision et du moment des enjeux où ce pouvoir de décision, ils ne doivent pas l'abandonner. Encore une fois, le cyber, c'est un espace un peu particulier où ce sera difficile de conserver la décision humaine, ça n'ira pas assez vite. Tant que ça ne touche pas en fait, la personne, en fait, l'espace cyber quand même, ça protège l'espace. Mais ça peut très vite toucher la personne, même dans l'espace cyber, malheureusement. En complément, je pense qu'on peut faire analogie avec les problématiques de sûreté de fonctionnement. Je pense que dans ce que vous évoquez, il y a le fait que l'IA peut faire des erreurs. Et sur la base d'une erreur de l'IA et d'une mauvaise appréciation humaine, on peut arriver à une situation qui est non désirable pour être très générique. Je pense que l'une des façons de sortir de cette ornière, de la responsabilité, alors pas complètement, mais en tout cas, ça ferait à mon avis avancer les choses, c'est de définir ce qu'on attend de l'IA. Le taux d'erreur qu'on juge acceptable, c'est très difficile à dire, hein. Mais si on arrive à définir le taux d'erreur qu'on juge acceptable et que la réponse n'est pas 0, parce que si la réponse est 0, ok, on a décidé de ne pas décider, alors il s'agit simplement de savoir si le produit qu'une entreprise comme la mienne livrerait, il opère dans son domaine de fonctionnement tel que prévu. C'est-à-dire que s'il avait dit qu'il ferait une erreur sur 1 million, on le teste. Si effectivement il fait une erreur sur 1 million, quelque part il a rempli sa fonction. Et là, la remédiation, elle doit venir d'ailleurs. Si par contre, il y a clairement un dysfonctionnement du système, je pense que la responsabilité du fournisseur de technologie doit être engagée. Il n'y a pas de raison. Il faut que le système réponde à la tâche pour laquelle il exécute. Tant que l'IA fera des erreurs, je pense que ce n'est pas demain. Et l'IA, oui, c'est un point important. L'IA fait toujours des erreurs. Moins que l'humain sur bien des sujets, parce que l'humain en fait aussi. On oublie de dire que l'humain fait des erreurs. Mais l'IA fera toujours des erreurs. Une IA qui marche à 100%, je ne crois pas. Il y a des taux de reconnaissance en reconnaissance. Oui, chaque année, les BA travaillent pour des pouillèmes parfois, mais ces pouillèmes font avancer la science. Mais il reste toujours le pouillème au-dessus avant d'atteindre les 100%. Dans les tests qui sont sortis là, il y a quelques semaines, un mois, on faisait 0,2% d'erreurs en identification. 99,8% du temps, on donne la bonne réponse et dans 0,2% des cas, on donne la mauvaise réponse. Est-ce que c'est assez ou pas? L'industrie ne peut pas répondre à cette question. Il faut que la société réponde à la question de est-ce qu'un algorithme qui a ces performances-là, on accepte ces 0,2% d'erreur? Quelles sont les mesures qu'on va mettre autour de l'utilisation de ce système-là pour que ces 0,2% d'erreur n'aient pas ou peu de conséquences? C'est plus sur ce sujet qu'il faut regarder. Si ce qu'on attend, c'est que l'IA fasse 0% d'erreur, déjà, je ne suis même pas sûr que ce soit souhaitable.
d'un point de vue philosophique. Mais en tout cas, si on attend que ça arrive, on va attendre longtemps. Et ce serait trompeur, parce qu'en fait, elle pourrait faire 0,0001% d'erreur, mais on modifie un peu la tâche, et son niveau d'erreur sera important. Il y a un point qui est essentiel aussi sur les IA, parce que je pense à tout ce qui est système autonome. L'IA est extrêmement fragile. On connaît ce qu'on appelle les attaques adverses. Un bruit optimisé est capable de vous faire passer un panneau stop ou un panneau à 130 km/h. J'exagère un peu. Mais ça pourrait perturber largement la circulation de nos véhicules autonomes sur ces sujets-là. Et parce que vous êtes dans le champ du cyber, il est absolument important que le champ de la cybersécurité soit, dès la conception du système, pris en compte sur tous ces sujets-là. Parce que sinon, si c'est après, on a un temps de retard assez considérable, nous, sur les malfaiteurs. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vous laisse dire. Je laisse les autres, après je reviens s'il y a encore du temps. Ouais. C'est pas grave. Je vous laisse les dire. La question de Dalila Ahmed. Vous avez dit que le droit n'est pas éthique. Quelle différence fait le droit et l'éthique en ce qui concerne? Alors, le droit, en fait, il est régi par un code de procédure pénale, il est régi par un code pénal, et il sanctionne. L'éthique, si vous voulez, l'aspect éthique se réfère plutôt à une notion de valeur commune qu'on partage. La sanction par rapport à notre charte éthique pour nous, pour ceux qui ne respecteraient pas notre charte éthique, on ne va pas les sanctionner, on va les exclure. Donc il y a une vraie différence entre ces notions-là de droit codifié et de la charte éthique qui est plutôt un rassemblement autour de valeurs communes. Et quelle finalité on donne à une technologie éthique? C'est un processus d'attente pour une technologie qui n'est pas encore mature et avant qu'il y ait une vraie réglementation. Donc ça sert à ça, l'éthique. C'est vraiment, voilà comment est-ce qu'on conçoit les systèmes d'IA, quelles sont les finalités. Parce qu'après, le droit ne peut pas, il n'y a pas de droit s'il n'y a pas expression d'une finalité avant. Donc on ne le perçoit pas, mais il y a toujours une discussion éthique avant de faire du droit. Ça peut être effectivement un préalable au droit, mais ça peut être sur des notions où le droit est déjà présent. Oui. Sur la fin de vie, le droit est déjà présent. Pourtant, il y a des éléments éthiques sur des discussions éthiques sur la fin de vie. Sur le clonage humain, le droit est déjà présent, et pourtant, il y a des réflexions éthiques. Donc, c'est cette idée de valeur de partage. J'aimerais bien dire que l'éthique est universelle, mais en fait, pas tout à fait. Il y a une éthique du hamburger, chacun a son éthique. Quand on a sorti notre charte éthique, on nous a dit, mais tout le monde a sa charte. Oui, mais il n'empêche, c'est la nôtre. Et c'est celle sur laquelle on va pouvoir se référer au niveau des applications de l'institution. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être, Vincent? Oui, je pense que, en tout cas, en ce qui nous concerne, la façon dont on voit les choses, c'est à chaque fois, c'est peut-être reconnaître que, on va dire, le droit ne peut pas tout. Le droit peut quasiment tout, mais par contre, il peut parfois être en retard par rapport à la situation dans laquelle on vit. Il peut ne pas correspondre à une évolution rapide de la société. Et c'est une espèce de garde-fou qu'on rajoute au-dessus du droit en disant « Ok, ça techniquement c'est légal, et parce que je pense que d'un point de vue sociétal, le faire c'est contre-productif, je ne vais pas le faire. Je vais moi-même m'interdire à le faire. » C'est ce que j'expliquais un petit peu aussi sur des cas d'usage qu'on décide de ne pas servir, parce qu'on a un peu peur des conséquences, même si techniquement, aujourd'hui, le droit n'empêche personne de développer un système qui va faire de la classification ethnique. Le droit ne l'empêche pas, ça. L'utilisation, oui. Et le développement, non. Et donc, on va se placer à cette frontière-là en disant on choisit de ne pas le faire, même s'il y a des endroits dans lesquels ce serait légal et des endroits dans lesquels ce n'est pas légal, parce qu'on pense qu'il n'y a rien de bien qui est là. Il n'y a pas suffisamment de bien qui peut sortir du fait qu'on le fasse. Et peut-être plus tard, le droit nous rattrape, ou les standards, comme j'en parlais tout à l'heure, quand je disais on rêve de voir dans des appels d'offres des métriques qui parlent d'équité, ces choses-là, maintenant que la communauté académique s'emparait du sujet, on doit un peu devancer ces problématiques-là pour leur permettre aussi d'émerger. Une question, sans doute tous les deux répondre, qui rejoint cybersécurité et IA. Est-ce que l'IA va mettre fin au mot de passe pour la sécurité numérique? Je pense que c'est pas que grâce à l'IA. Il y a pas mal de... Bon, le mot de passe, c'est
comme disait Churchill de la démocratie, hein, c'est le pire de tous les systèmes, mais à l'exception de tous les autres. Alors, ça n'a presque rien à voir avec l'IA, ce que je veux dire. Je pense qu'on va assister à une disparition du mot de passe, mais cette disparition du mot de passe, en fait, elle va être liée à la capacité qu'on va avoir à sécuriser ces objets-là et le fait que ce soit des objets extrêmement personnels. Donc aujourd'hui, en gros, Microsoft ou moins implémente une version sans mot de passe de Windows. Tout simplement, quand vous voulez vous connecter à un service, c'est votre téléphone qui vous demande de vous authentifier. Alors pour le coup, il y a de la biométrie, donc c'est un peu d'IA. Qui demande de vous authentifier auprès de votre téléphone. Et si votre téléphone dit c'est bon, j'ai vérifié, c'est bien lui, bah, finalement, vous donnez l'accès. Moi, je pense que les mots de passe vont disparaître. L'IA va contribuer, mais c'est loin d'être la seule technologie à contribuer. On voit typiquement dans l'une des alliances industrielles qui propose des solutions qui me paraissent viables dans l'expression de mot de passe, c'est l'alliance FIDO. Et l'alliance FIDO, elle met en œuvre des problématiques de cryptographie asymétrique, des problématiques biométriques, des problématiques d'IA, combinant tout ça pour proposer une solution où effectivement on n'a plus besoin de mot de passe. Donc, moi je pense que ça va disparaître. L'IA sera contributeur, mais pas le seul. Je rejoins effectivement cette réponse. Et le mot de passe aurait déjà dû disparaître depuis un certain temps. Pourquoi il existe? Parce que c'est facile. Et l'humain aime ce qui est facile. Donc rapidement, on met un mot de passe et puis on y accède facilement. C'est compris par tout le monde de mettre un mot de passe. Et le fait que ce soit nous qui mettions le mot de passe, on a vraiment l'impression d'avoir sécurisé notre système. Mais vous êtes dans la cyber, vous savez, le temps de craquage d'un mot de passe, le temps que ça prend, c'est extrêmement rapide. Donc le niveau de protection d'un mot de passe est extrêmement faible. Mais c'est utilisé parce que c'est communément admis, facile à utiliser, etc. Donc oui, ça va disparaître. Puis on a des technos qui vont sécuriser la blockchain, c'est quelque chose qui est sécurisé. Les NFT dans les espaces immersifs vont sécuriser les choses. Enfin, oui, la notion de sécurisation va changer de forme. Je crois que la gendarmerie a rejoint le nouveau totem, le campus cyber. Est-ce que IDEMIA a fait de même? Non. Et pourquoi? Ouais, sans avoir la réponse. Ouais, non, je ne vais pas répondre à la question, mais c'est pour des raisons qui ne sont pas philosophiques. Hein. Voilà. Il n'y a aucun problème, je pense que c'est une super idée. On pense que c'est une super initiative. On n'a pas été en position d'être capable de leur vendre, je vais dire comme ça. Mais c'est quelque chose qui peut évoluer aussi. Oui, bien sûr. Oui. Il n'y a pas de. Enfin, je pense encore une fois, on pense que c'est une très bonne initiative. Et, il y a beaucoup d'arbitrage à faire quand on est dans des sociétés high-tech et voilà, on n'y est pas. Sur le chat. Est-ce qu'il reste quelques minutes? Il vous reste 3 minutes. 3 minutes. Donc une question rapide. Est-ce que l'IA respecte la RGPD? Sachant que les datasets qu'on utilise pour entraîner, par exemple, l'identification, on a besoin des datasets il y a 10 millions en fait, pour avoir des données, une IA qui est performante. Est-ce que ça respecte la RGPD, surtout si on se focalise sur la notion l'usage minimum des données? Je serais tenté de dire que ce n'est pas l'IA qui respecte ou pas le RGPD. L'IA se moque du RGPD. C'est nous, la gendarmerie, on utilise l'IA qui respecte le RGPD. Mais ce n'est pas l'IA qui respecte ou pas le RGPD. Mais ce que je veux dire, c'est l'utilisateur qui exploite l'IA en respectant le cadre du RGPD. Nuancer un tout petit peu. Le RGPD a rendu le développement de l'IA plus difficile. En réalité, on a besoin de jeux de données de grande taille pour faire de l'apprentissage. Collecter des jeux de données de grande taille sous le RGPD, c'est plus compliqué. Ça coûte surtout beaucoup plus cher. Ensuite, il y a des bases légales. Il y a plein de bases légales pour le traitement automatique. Je ne vais pas vous refaire le RGPD. Je ne suis pas sûr qu'on va être le mieux placé. Qu'est-ce qu'on le fait? Nous, chez IDEMIA, on utilise la base légale du consentement, ce qui veut dire qu'on va faire de la collecte d'informations biométriques auprès de nos employés sur la base du volontariat en collectant leur consentement. C'est long, c'est cher et ça fait des petits jeux de données. Mais le RGPD nous force soit dans cette situation-là, soit dans quelque chose qui n'a pas été encore vraiment complètement reconnu, en tout cas en France, qui est l'exception à des fins de recherche. Là, on pourrait utiliser des jeux de données existants à des fins de recherche. La jurisprudence n'est pas très claire, au moins en ce qui concerne l'utilisation par des sociétés privées, donc on préfère ne pas s'appuyer là-dessus. Et puis il y a l'objectif public important.
qu'il y a une troisième base légale dans le RGPD qui peut autoriser à faire du traitement automatisé de données sans demander forcément le consentement des personnes. Après, ce à quoi on s'est beaucoup intéressé d'un point de vue technique, c'est, encore une fois, pour être capable d'alimenter un débat parlementaire, réglementaire sur le sujet, on s'est beaucoup intéressé au sujet de dire, pour prendre l'exemple de la reconnaissance faciale, finalement, si j'utilise votre portrait dans mon algorithme de reconnaissance faciale, qu'est-ce que ça change pour vous? Donc ça, on l'a quantifié. C'était extrêmement important. Par exemple, on s'est attaché au fait que si vous avez accès à l'algorithme que nous avons développé, qui utilise une base de données dans laquelle vous êtes présent, un attaquant ne peut pas inférer que vous étiez ou pas dans la base de données. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire qui permettent de, à mon sens, garantir les droits et libertés individuelles des gens, y compris dans un contexte où vous n'avez pas de base légale fondamentale pour le RGPD. Mais encore une fois, le droit, c'est le droit. Donc, tant que le droit n'évolue pas, on ne pourra pas exploiter ce genre de possibilités. Donc, le RGPD n'est pas l'ami du développement de l'IA, je pense que c'est une réalité. Et quand vous voyez... excusez-moi, allez, 5 secondes. Si vous voulez créer une entreprise qui va avoir besoin d'exploiter de manière massive les grands jeux de données, l'Europe, ce n'est pas le territoire le plus... D'un point de vue réglementaire, hein, j'entends, après il y a énormément de choses qui sont très bien, qui sont faites pour favoriser ce genre de choses. D'un point de vue réglementaire, vous n'êtes pas dans l'endroit le plus favorable du monde. Pour rebondir là-dessus, le RGPD, c'est très bien, mais il n'en faut pas trop. C'est-à-dire que là, il y a le projet de réglementation d'intelligence artificielle. Attention à vouloir mettre des surcouches sur des choses qui sont déjà régulées. Parce qu'on finit, ça devient un capharnaüm. On finit par ne plus trop savoir à quoi se référer et ça devient extrêmement compliqué. C'est un peu une spécialité européenne, le capharnaüm des textes qui se juxtaposent, qui se complètent et puis qui ne s'effacent pas. Et l'autre point sur lequel, Vincent, je rejoins ce qui a été dit, c'est que j'étais à Dubaï il y a peu de temps, donc d'un sommet de police. Les entreprises françaises, si elles veulent développer du business, il faut peut-être qu'elles aillent là-bas. Moi, ça me dérange quand même, parce que alors ils ont des technos qui sont extrêmement performantes, mais quelle est leur appropriation de la techno? Est-ce qu'ils sont totalement dépendants de sociétés privées? Ça me gênerait. Il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un binôme entre les forces de sécurité qui ont une connaissance de l'IA, le fournisseur qui est capable de travailler sur le déploiement du système et sur une solution optimisée. Mais il faut que ce soit partenariat. Il faut absolument qu'on arrive à travailler sur la possibilité d'expérimenter les limites de nos systèmes en allant parfois au-delà de ce que la réglementation permet. Parce que sinon, on ne saura jamais si c'est intéressant ou pas. Par contre, le déploiement doit totalement respecter la réglementation. C'est un des gros sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez expérimenter, vous devez respecter le cadre juridique en place. Même si, dans le cadre d'une expérimentation, comme c'est systématiquement le cas, limité dans le temps, dans l'espace et d'un point de vue fonctionnel, vous savez ce que vous allez tester, quand vous allez tester pendant une durée déterminée, en général sur un territoire déterminé. Aujourd'hui, on ne peut pas déroger, en tout cas le règlement français, c'est sûr, européen, on peut interpréter différemment, mais ne permet pas de déroger. Donc en fait, si vous voulez tester une technologie pour savoir s'il faut l'autoriser, vous ne pouvez pas la tester parce qu'elle n'est pas encore autorisée. Et dans la notion de savoir si vous allez l'autoriser, et son efficacité, ça la CNIL par exemple en France, elle est très attachée à ça, ce qui fait beaucoup de sens, c'est de dire qu'il doit y avoir une proportionnalité entre ce que fait cette technologie, la valeur positive qu'elle apporte à la société, pour rester générique, et puis les risques qu'elle peut potentiellement faire peser sur la liberté individuelle. Il doit y avoir un équilibre. On peut accepter de faire peser certains risques sur la liberté individuelle, en fait, se doter d'une force de sécurité, c'est déjà, des gens avec des armes, c'est déjà un risque, mais on considère que par rapport à la nécessité absolue à laquelle ils répondent, cet équilibre, il est atteint. Excusez-moi, je prends un peu votre place là. Mais aujourd'hui, si on veut faire la démonstration de la valeur sociétale positive qu'a une technologie qui n'est pas encore explicitement autorisée, on ne peut pas bénéficier d'un régime d'expérimentation pour faire la démonstration de cet intérêt-là, puisqu'il faut se conformer au cadre légal existant. Donc là, on a un peu un serpent qui se mord la queue, donc on a du mal à sortir en France en tout cas, et donc on va expérimenter à l'étranger, ce qui est un peu dommage. Et pour nous, qui n'allons pas expérimenter à l'étranger, on travaille beaucoup avec la CNIL pour l'associer le plus en amont possible de nos travaux, de façon à montrer qu'effectivement la proportionnalité, la finalité, elle est parfaitement définie.
mais c'est un sujet compliqué. Sur ces bons mots, s'il n'y a pas d'autres questions, ok. Eh bien, ce sera le clap de fin. Merci encore de vos interventions très enrichissantes, très éclairantes. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne soirée. Merci.